bien, je suis toujours au siège du Courrier des Stratèges. Il pleut aujourd'hui à Abbeville, donc je me suis mis en intérieur. J'espère que le son ne réverbère pas trop, parce que je sais que vous êtes sensible à ces questions de son qui sont plus compliquées qu'on ne croit très souvent. Et je voulais aujourd'hui vous parler. Hier, je vous ai parlé des perspectives politiciennes de Macron. A-t-il besoin d'un Premier ministre ou pas? Vous savez que ma position est qu'il va curiasser l'opinion publique en retardant le plus possible la nomination d'un gouvernement. Mais c'est une hypothèse, ce n'est pas une certitude, ce n'est pas une prédiction de Nostradamus. On va voir ce qui se passe. Mais en tout cas, nous sommes dans une tendance longue à la disparition du rôle du Premier ministre, ou en tout cas à son amenuisement, et je crois que c'est ce paramètre qu'il faut avoir en tête, quels que soient les scénarios qui vont se dérouler dans les semaines qui viennent. Maintenant, je voudrais essayer de m'adresser notamment aux normies qui se disent mais on est pris dans une machine compliquée, comment on fait pour en sortir? On sent bien que les choses vont pas bien, mais on a peur du désordre, et donc Macron est quand même, malgré tout ce qu'il est, notre rempart face au désordre. Je voudrais essayer de leur expliquer les deux types de scénarios qui se posent en les contextualisant. Et bien entendu, je n'ignore pas que pour les normies, les normés, comme un commentateur m'a suggéré la traduction, pour les gens normés, c'est-à-dire formatés par le système, formatés par la certitude que l'ordre bourgeois, l'ordre de la caste mondialiste vaut mieux que le désordre de la France insoumise, et tout a été fait pour nous dire que la seule alternative à l'ordre normé du mondialisme, c'était la France insoumise ou le Rassemblement national. C'est le pire ou bien le moins mal. Voilà. Je voudrais dire qu'il y a des alternatives. J'en parle et je vais évoquer aujourd'hui dans cette capsule les scénarios, les propositions concrètes que je fais, argumentées, que je fais dans mon livre Traité pour le monde d'après, qui est un traité sur l'évolution de notre société vers l'ordre spontané, vers le retour à l'instinct vital des peuples. Vous voyez bien par exemple qu'avec la natalité, la baisse de la natalité, notre instinct vital s'émousse, disparaît progressivement, et donc j'ai rassemblé un certain nombre de propositions pour une société plus ouverte, plus démocratique, autour de la démocratie liquide notamment dans ce livre, et c'est ce melting pot, si j'ose dire, que je vais évoquer dans cette capsule pour dire aux personnes normées, aux normés, qu'il n'y a pas comme seule alternative à notre système emprisonnant, étouffant, vertical actuel, un désordre turbulent à la Mélenchon, ou une espèce d'ordre urticant qui serait porté par le Rassemblement national. Il y a une autre voie qui est une voie conforme à nos valeurs, à notre histoire, à notre civilisation, qui est la voie de l'ordre spontané. Mais la question, c'est comment basculer d'un système à l'autre, et faut-il avoir peur de basculer d'un système à l'autre? Alors, je vais essayer de simplifier ces sujets en disant deux choses relativement carrées pour bien illustrer le propos. La première chose, c'est que, en fait, nous n'avons pas le choix. La société verticale qui est organisée et aujourd'hui tenue de main de maître par la caste, notamment avec la théorie du nudge, est une société qui n'a pas d'avenir, parce que l'évolution technologique, l'évolution géopolitique mondiale fait que l'avenir sera aux sociétés fondées sur l'ordre spontané, c'est-à-dire sur la capacité des individus à se regrouper selon leurs affinités et à monter des projets grâce aux technologies, notamment des technologies de réseaux sociaux, d'information, qui permettent de déconcentrer l'organisation de la société. Alors, nous citons souvent dans le Courrier des Stratèges le sociologue Michel Maffezoli, qui parle beaucoup des tribus, de ce passage de l'ordre rationnel à un ordre affectif d'une certaine façon. Eh bien, Michel Maffezoli a le mérite de mettre des mots sur un phénomène, d'avoir mis des mots, parce qu'il en a parlé dès les années 80, il a mis des mots sur un phénomène qui est inexorable et qui obligera la société à se reconstruire
autrement et sur d'autres bases que le verticalisme de quelques bourgeois d'une élite qui décide pour le peuple. Alors je sais que Michel Maffezoli, j'en ai discuté avec lui, reste convaincu qu'il faut une élite. Moi je suis beaucoup plus dubitatif sur ce sujet. Je pense que l'élite, elle est appelée à apparaître et à disparaître régulièrement, elle doit se renouveler régulièrement et il faut faire confiance aux individus pour s'organiser de façon spontanée, de façon plus intelligente que les quelques membres de l'élite ne peuvent l'imaginer. Mais cet ordre est inexorable. Alors je cite dans ce livre, je vous le recommande, Éditions Culture et Racines, il est en vente sur le site de l'éditeur, vous pouvez le commander en librairie, il est en vente chez Amazon, j'en profite pour dire 2 mots sur Amazon, plein de gens me disent Amazon c'est l'horreur, il se trouve que plein d'artisans français arrivent à vendre sur Amazon ce que les chaînes de distribution leur refusent de vendre, ou les vendent, acceptent de vendre en les rackettant. Donc Amazon, c'est peut-être le grand méchant américain mondialiste, je peux le concéder, simplement il permet à plein d'artisans français de survivre là où le capitalisme français refuse la survie de ses artisans. Voilà, c'était une petite remarque pour prévenir les commentaires innombrables que j'ai toujours sur ce sujet. Et donc, quand on connaît les conditions de distribution des livres dans les librairies, quand on sait à quelle raquette les auteurs et les maisons d'édition sont soumises de la part des distributeurs, comme on dit, eh bien Amazon, c'est un vrai bienfait par rapport au système français protégé. Là aussi, j'en parle pour tous les protectionnistes qui nous disent que le protectionnisme c'est bien. N'oublions pas qu'il tue beaucoup de petits et il protège les gros contre la concurrence des petits. Ça, on oublie trop souvent de le dire. Qu'importe. J'en reviens donc à cette idée. J'illustre ce que peut être l'ordre spontané aujourd'hui en France et notamment quel grand choix il implique sur la question monétaire, la question de l'euro, sur la question de la construction européenne, sur la question de la démocratie, de la place de l'État, du rôle de l'État. Et inévitablement, on va prendre l'exemple des hôpitaux. Je sais qu'il y a une religion, une superstition de l'hôpital public en France qui est présentée comme l'équivalent du bien sur terre à une époque. Là aussi, on va le redire, l'objet des humains était le salut et c'était les prêtres qui le faisaient. La religion catholique est une religion du salut et cette religion a été remplacée, même chez des gens qui se croient libérés, a été remplacée par une religion de la santé qui est assurée par les hôpitaux publics. Et donc c'est religieux pour eux, il faut défendre l'hôpital public contre les méchantes cliniques privées. Et donc, moi, je veux bien croire que ce soit une solution, simplement vous voyez bien que l'hôpital public ne fonctionne plus, non pas comme on le dit faute de moyens, mais à cause d'une organisation et d'un management vertical, d'une centralisation extrême par l'État et d'une centralisation en interne extrême par des directeurs d'hôpitaux et des chefs de service médecins. Et je ne trahis pas de secret extraordinaire en disant qu'un médecin, il est fait pour soigner, il n'est pas fait pour diriger une équipe. Et souvent, quand un médecin croit qu'il est très bon, croit qu'il est excellent manager, et souvent, un médecin est un manager pitoyable, centralisateur, castrateur, culpabilisant, et donc démotivant. Et donc je crois qu'aujourd'hui il y a un problème dans l'hôpital public. Pour moi, que ce soit privé ou public, c'est la même chose, j'ai aucun problème là-dessus. Il y a un problème dans l'hôpital public, c'est son extrême centralisation et son extrême verticalité qui est productrice d'une immense bureaucratie castratrice. Eh bien, je crois que quel que soit le statut de l'hôpital, qu'il soit public ou privé, l'enjeu c'est de le décentraliser et de le déverticaliser, de l'horizontaliser en quelque sorte en y favorisant l'ordre spontané, c'est-à-dire la capacité des soignants à s'organiser pour produire du soin et pour produire de la santé. Et ce changement de logique, ce changement de paradigme, il se fait progressivement, de façon fluide dans un certain nombre de pays, mais en France, c'est une caractéristique historique, nous détestons le progrès,
Nous détestons les arrangements, les ajustements progressifs et nous adorons les révolutions. Et donc il y a aujourd'hui en France une crispation de la caste sur l'infantilisation des gens, des petites gens, sur l'avachissement de la société. Plutôt que de changer la société au risque de perdre l'emprise qu'on a sur elle, on préfère avachir les gens, les transformer en une espèce de loukoum vivant qui se prélassent dans leur fauteuil à se plaindre de tout, à pleurnicher sur tout, et qui en aucun cas ne prennent leur destin en main en disant « Eh bien maintenant, nous allons changer et nous allons prendre le pouvoir qu'on ne nous donne pas ». Et donc, en France, il y a ce blocage. Et je comprends que pour beaucoup de personnes normées, ceux qui se crispent, ceux qui se disent « mais aujourd'hui je suis médecin, je suis notaire, je suis avocat, je suis cadre supérieur dans l'administration, cadre supérieur dans une entreprise, et si on lâche, si on commence à lâcher, nous allons perdre notre contrôle de la situation ». À tous ces gens, je leur dis de toute façon, le changement dans la société, il sera imposé par la technologie. Et vous allez perdre beaucoup d'énergie pour une défaite finale qui sera celle que vous allez subir parce que le changement, le passage vers une société en ordre spontané est inévitable. Voilà. Maintenant, je voudrais dire là-dessus en quoi... Deuxième idée, donc première idée, c'est que le passage à la société spontanée est inévitable et je décris dans ce livre, vraiment, je vous recommande de le lire, je décris dans ce livre ce qu'est le rôle de l'État dans une société fondée sur l'ordre spontané. Ce n'est pas une société sans État, mais c'est une société avec beaucoup moins d'État et surtout beaucoup mieux d'État. Deuxième point, ce qu'il faut, de mon point de vue, c'est comprendre que pour passer à cette société, effectivement, je sais que beaucoup de gens se disent mais on ne veut pas lâcher parce qu'on a peur du désordre, on a peur de Mélenchon, on a peur de Marine Le Pen, et donc il faut défendre ce qui peut encore être défendu, le dernier carré. Je leur dis mais non, nous avons un intérêt objectif à pratiquer le chaos, et aujourd'hui ce qui permettra de sauver ce pays, ce qui créera le rebond, ce qui créera le réveil par rapport à l'avachissement, ce qui permettra de revenir à l'ordre, à l'instinct vital de notre pays, c'est la faillite de l'État et c'est l'effondrement de notre système. Et donc plutôt que d'essayer de colmater des brèches, accélérons la décomposition de notre société et la décomposition de notre régime politique. Ce sera par la table rase de ce qui existait que nous pourrons reconstruire une société intelligente. C'est ce que nous avons fait en 1789. Je ne suis pas dans ceux qui disent du mal de Louis XVI, simplement Louis XVI n'a pas été en position d'imposer des réformes nécessaires, des réformes suffisamment larges et violente d'une certaine façon à la société d'Ancien Régime, et donc il a fallu une révolution pour créer un pays moderne. Je vous recommande là-dessus toutes les chroniques de la royauté que j'ai faites avec Yves-Marie Adeline tout au long de ce trimestre où nous avons évoqué cette question et où Yves-Marie Adeline, qui est un grand royaliste, explique comment effectivement l'Ancien Régime n'était pas réformable et comment au fond seule une révolution pouvait tourner la page, fermer un livre d'une certaine façon, parce qu'il ne s'agissait plus de clore un chapitre d'histoire, il s'agissait de fermer un livre, un tome de l'histoire de France pour en commencer un autre, et il fallait une révolution pour le faire. Eh bien aujourd'hui nous vivons avec la nouvelle révolution industrielle qui est la révolution du numérique, une situation identique, c'est-à-dire que seule une fermeture complète de l'ouvrage précédent permettra d'écrire un nouveau tome de notre histoire. Et débarrassons-nous des fardeaux inutiles, mettons-nous en faillite, arrêtons de traîner derrière nous des boulets qui nous retardent, qui sont inutiles. Vous voyez bien que les régimes spéciaux de sécurité sociale, ça coûte cher pour des gens qui ont eu la belle vie. Et que nous devons tous payer et financer aujourd'hui. Pourquoi nous embarrasser de cet héritage? Ils ont bien profité, ils ont eu leur dose de pain blanc,
passons à autre chose et ne nous occupons pas des chouinades, des gémissements de gens qui ont bien profité. Occupons-nous de notre jeunesse, occupons-nous de lui ouvrir des voies pour qu'elle puisse vivre dans une société où on pourra révéler les talents, où on pourra exprimer ce qu'on sait faire, on pourra prendre des initiatives, on pourra réussir et on pourra renouveler l'ordre social. De vous à moi, vous le savez très bien, ce qu'on appelle les élites en France, c'est un modèle dépassé. En 1789, la haute noblesse, la haute aristocratie qui tenait le pays était construite sur un modèle très souvent dépassé, pas forcément toujours dépassé, mais très largement dépassé. Il fallait inventer un autre mode de promotion dans la société que le titre de noblesse. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a recréé une noblesse, c'est-à-dire qu'en France, si on porte un nom connu, si on est le fils d'eux, si on appartient à telle ou telle communauté, on a beaucoup plus de chances de réussir que si on a simplement du talent. Et ça ne va pas, il faut être capable de le changer. Voilà, moi je crois que seule la faillite de notre système nous permettra de reconstruire et de remonter. Accueillons-la avec confiance et même accélérons-la. C'est la seule façon de sortir de cette espèce d'atmosphère étouffante dans laquelle nous sommes maintenus depuis plusieurs décennies maintenant, et ça devient insupportable.